Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, nous allons voir dans cette vidéo donc les nouvelles prescriptions de dimensionnement et dispositions constructives pour les structures en béton armé concernant les RPA donc 2024 et la nouvelle version RPA 2024. Donc, dans cette vidéo, on va parler des spécifications, que ce soit pour les matériaux, pour les poteaux et poutres, coffrage et ferraillage. On va parler un peu des dispositions constructives concernant les voiles et les murs voiles. Donc, et puis, on va terminer avec un petit mot sur les dalles et diaphragmes en béton. Donc, ce sont des structures qui nous intéressent en béton armé. Donc, pour les spécifications des matériaux, donc, que ce soit pour le béton ou bien pour l'acier, bien sûr, les structures en béton armé, donc, de ce chapitre concerne toutes les structures dont le béton est coulé sur place. Pour les bétons donc préfabriqués, il y a d'autres prescriptions donc à considérer dans spécificité. Premièrement, donc les planchers dalles et les planchers champignons sont prohibés en zone sismique, donc ça reste la même que ce soit donc en 2003 ou 2024. Et puis donc, on doit vérifier non seulement et appliquer les règles concernant donc le code du béton armé et les différents DDTR avec des prescriptions RPA en même temps, surtout dans les zones de 1 à 6, les zones sismiques de 1 à 6. Pour les matériaux, le béton, pour les matériaux, pour les éléments principaux, donc, il doit être au moins de classe ou bien inférieur aux classes C20, C25, interdit en toute zone, sauf la zone 0, et les valeurs du module de nécessité se conformer à ceux indiqués par les CB. Pour les aciers, donc toujours pour les éléments principaux, il faut que la limite élastique, donc comprise entre 400 et 600 mégapascal pour les armatures, surtout longitudinales, et doit être en haute adhérence. Alors que l'allongement total relatif doit être supérieur à 5. Donc ceci pour les matériaux. Bien sûr, du point de vue sécurité, les coefficients de sécurité à prendre en considération lorsqu'on compare les sollicitations accidents avec les sollicitations distantes. Donc, que ce soit pour le béton, donc le RPA 2024 passe de 1,15 donc à 1,20, alors que celui de l'acier reste 1. Pour les spécifications concernant les éléments de notre portique ou bien de nos constructions donc en béton armé poteau-poutre, donc on va parler des poteaux, coffrage et ferraillage, puis on va parler des poutres, coffrage et ferraillage. Donc, pour les poteaux, concernant le coffrage, bon, généralement, les mêmes dimensions minimales sont respectées, que ce soit en 2024 ou bien en 2003. On les a juste adaptées en fonction des nouvelles classifications des zones. Donc, ça reste 25 cm et 30 cm donc en deuxième zone. Et le minimum entre B1 et H1 doit être supérieur ou égal à la longueur LCL, donc cette longueur-là, la longueur d'étage, quelle que soit la zone, et puis le rapport B1 sur H1, que ce soit donc à peu près, si vous voulez, dans le sens rectangulaire, donc qu'il ne soit pas trop linéaire, il faut qu'il soit entre 1 quart et 4, quelle que soit la zone. Si les poteaux sont circulaires, donc d'autres spécifications concernant le coffrage, donc ça reste toujours 25 cm, 30 cm, en zone 3, 35 cm en zone 4, 5 et 6, et puis D doit être supérieur ou égal à LCL sur S. Donc, bien sûr, il est toujours recommandé que les poteaux doivent être coulés en une seule fois sur toute la hauteur, et les deux décalages sont interdits. D'accord? Ensuite, il est recommandé de donner aux poteaux d'angle et de rive des sections comparables à celles des poteaux centraux, donc comme indiqué en 2000. Pour Avant d'arriver au coffrage, donc au ferraillage, pardon, il y a ce qu'on appelle les zones critiques. Donc, les zones critiques, c'est les zones nodales, à peu près, donc, doivent être définies par des longueurs concernant les poteaux ou bien la poutre. Donc, pour les longueurs au-delà du nœud, donc, est considéré critique, L critique, donc, est égal au maximum de 1,5 HC, LCL, CL sur 6 et 60 cm, alors que
Pour celui de la poutre, donc c'est 1,5 H. H est autant la hauteur de la poutre. HC, ici, c'est la valeur supérieure de B1 et de H1, c'est-à-dire la dimension supérieure du poteau B1 et H1. Et LCL, c'est la longueur libre du poteau. Bon, ça, c'est bon, la longueur libre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est la longueur entre étages du poteau. Alors qu'en 2003, donc, c'est à peu près la même formule, donc, sauf que celui-là a changé. Et donc, si le rapport LC sur HC est inférieur à 3, donc la hauteur totale du poteau doit être considérée comme zone critique. D'accord. Ce qui est en plus en 2024 concernant cette zone critique, c'est que pour les systèmes de contreventement 1, 2 et 3 en zone 4, 5 et 6, les deux premiers étages, les armatures de confinement doivent se prolonger au-delà des zones critiques d'une valeur LCL sur 2. Donc au moins des valeurs moitié de LCL. Donc tout ce qui est confinement, d'accord, ici donc c'est des valeurs, donc ces armatures-là qui doivent continuer à LC sur 2 et les effets locaux du remplissage en maçonnerie ou en béton pour les prendre en considération. Donc, il faut considérer la hauteur totale des poteaux de rez-de-chaussée comme longueur critique. Ça, c'est 2024. Pour le ferraillage donc, des poteaux, les dispositions constructives et les minimums imposés donc, par le RPA 2024, donc c'est le même type, sauf que c'est les valeurs qui ont changé. Donc, par exemple, pour les armatures longitudinales, donc en zone 1 et 2, c'est 0,8%. En zone 3, c'est 0,9%. Et en zone 4, 5 et 6, c'est 1%. Ça, c'est le minimum. Pour le maximum, donc, dans les 4% en zone courante et 8% en zone de recouvrement. Le diamètre minimum reste donc 12 mm. Les longueurs de recouvrement minimales en zone 1, 2, 3, donc c'est 50 filles. Et en zone 4, 5, 6, c'est 60 filles. Alors que la distance entre les barres verticales dans une face du poteau ne doit pas dépasser 20 cm en zone 1, 2, 3 et 15 cm en zone 4, 5 et 6. D'accord. Ce qui est en plus en RPA 2024, c'est qu'il faut au moins une armature intermédiaire sur chaque face du poteau, d'accord, doit être prévu entre les armatures donc, le long de chaque face du poteau, et que dans les zones critiques des poteaux, il doit y avoir donc des étriers au moins de P6. Bien sûr, il est toujours recommandé que les zones de recouvrement se font en dehors des zones longtemps. D'accord. Donc, pour le ferrage transversal, il est calculé de la même manière, donc, avec le rapport AT sur T, donc, les sections transversales sur l'espacement des armatures transversales, qui doit être égal donc, à ρ A VU H1 sur F. Avec ρ A, donc, ρ A, c'est un coefficient qui dépend de l'élancement, donc, lambda-G. H1, c'est la hauteur totale de la section brute, et VU, c'est l'effort de champ de calcul. D'accord. Ces armatures transversales dans l'espacement donc minimal en zone nodale doit être égal au minimum de 10 phi L maintenant et 12,5 cm en zone 1, 2, 3. Et puis minimum de B0 sur 3, 10 cm, 60 phi L en zone 4, 5 et 6. D'accord. B0, c'est la largeur, si vous voulez, sans les largeurs du noyau du béton. En zone courante, donc, cet espacement est inférieur ou égal à 5 phi L, il reste le même en zone 1, 2, 3. Et puis, minimum de BL sur 2, H1 sur 2 et 10 phi L en zone 4, 5 et 6. Phi L étant le diamètre minimal donc, des armatures longitudinales. Par contre, il y a une indication sur le pourcentage minimal des armatures transversales. Donc, il doit être de 0,3% lorsque l'élancement est supérieur à sec, 0,80% lorsque l'élancement est inférieur à S3, et puis il faut interpoler si l'élancement entre les deux. D'accord? L'élancement, bien sûr, c'est la longueur LF sur A ou B, donc ça dépend de la direction de l'élancement. D'accord? En plus, donc, les cadres étriers doivent être fermés par des crochets à 135 degrés avec une longueur droite d'au moins 10 fiers. Et donc, bien sûr, ménager les cheminées verticales en nombre et diamètre suffisant pour permettre une vibration du béton sur toute la hauteur du poteau. Pour les poteaux circulaires, bien sûr, il faut prévoir des cerces droites individuelles, alors que les cerces hélicoïdales sont interdites.
D'accord. Une condition sur l'effort normal de compression de calcul, donc, il doit être euh, inférieur à 35%, 0,35, donc, par cette formule-là. Et là, donc, c'est pour éviter ou limiter le risque de rupture fragile. Donc, vous savez que la rupture fragile est déconseillée et à éviter. Et on préfère donc les ruptures ductiles, si vous voulez, par rapport aux ruptures fragiles. Maintenant, pour les sollicitations tangentes, la contrainte de cisaillement donc, de calcul taux BU doit être inférieure à une contrainte admissible, donc qui doit être égale à ρD FC28. ρD, c'est toujours un coefficient qui dépend du renoncement, donc lambda J. Il peut être égal à 0,075 ou bien 0,04. D'accord. Maintenant, si vous avez une ouverture au niveau d'un étage donc, qui n'est pas rempli par la maçonnerie, donc ce qu'on appelle le poteau court, bien sûr, la hauteur de calcul de rehaussement géométrique sera celle de l'ouverture, donc H et l'ondagé sera H sur A. D'accord. Bien sûr, la tendance actuelle dans les règlements, c'est que si on évite, et on peut éviter ces poteaux courts, il faut vraiment les éviter. C'est un grand problème antiséisme. Donc, lorsque le séisme frappe, ce sont des régions donc, de poteaux courts qui sont très susceptibles et très sollicitées donc, en action sismique. C'est pour ça que on préfère donc des contrevêtements par voile ou palais pour prendre l'essentiel de l'effort horizontal dans ces régions. Maintenant, pour les poutres, la même chose pour le coffrage. On a fait la différence dans le RPA 24 entre les zones 1, 2, 3 et les zones 4, 5, 6. Donc, zone 1, 2, 3, c'est 20 cm minimum. Zone 4, 5, 6, 20 cm minimum de B. Pour la hauteur, donc 30 cm reste. Le rapport doit être inférieur ou égal à 4 et puis B max doit être inférieur ou égal à 1,5 H plus B1. D'accord? Ça, c'est pour 2024. Donc, dans le cas des contrevêtements par voile, donc H peut être amené à 20 cm. Pour le ferraillage des poutres, donc en longitudinal, le minimum reste 0,5% en toute section et le maximal, donc 4% en zone courante et 6% en zone de recouvrement. Les longueurs de recouvrement minimales dans les zones 1, 2, 3 sont de 50 filles et 60 filles en 4, 5, 6. D'accord? Alors, ce qui est nouveau en 2024, c'est que obligatoirement dans les zones 4, 5, 6, il faut au moins deux barres longitudinales à haute adhérence de diamètre 14 mm. Ça, c'est nouveau. Il faut les placer sur les faces supérieures et inférieures sur toute la longueur de la poutre. D'accord? Et puis, si vous voulez, les appuis, au moins un quart de la section maximale d'armature supérieure doit être prolongée sur toute la longueur de la poutre. Ça, c'est nouveau. Maintenant, pour les poutres qui sont sollicitées de façon faible par rapport aux charges verticales, c'est-à-dire principalement par les forces latérales, il faut prévoir des armatures symétriques avec une section entravée au moins égale à la moitié de la section en appui. D'accord? Le reste inchangé. Donc, les armatures longitudinales dont les poteaux dérivés donc, doivent avoir des crochets de 90 degrés. Il faut prévoir donc dans les nœuds, si vous voulez, des cadres en E superposés et alternés, formant un carré ou un rectangle. Pour le ferraillage transversal, donc il est calculé par rapport à AT, donc en fonction de l'espacement S, d'accord? Cet espacement donc est défini par la valeur minimale dans les zones critiques A sur 4, 24 phi T, 17,5 cm et 6 phi L, ou bien il doit être inférieur ou égal à A sur 2 en dehors de la zone nodale avec S' est égal à minimum de A sur 4 et 12 phi L. D'accord? Ce phi L et phi T sont les diamètres, donc si vous voulez, minimal des barres longitudinales et transversales. D'accord? Bien sûr, ces armatures transversales, le début de ces armatures transversales commence à 5 cm au plus du nœud de l'appui et de l'encastration. Donc là, c'est vraiment expliqué, c'est vraiment bien expliqué cette figure sur le RPA 24. Elle était un peu floue dans le RPA 2003, mais là, c'est vraiment récapitulatif. Donc, on retrouve toutes les exigences, que ce soit pour les espacements en dehors, donc les espacements au niveau nodal, les espacements en dehors de la zone nodale des poteaux, les espacements donc S pour les zones nodales et les espacements S' en dehors des
zone nodale. Tout est expliqué avec les armatures d'appui, les armatures donc, qui doivent être prolongées le long de la poutre et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment expliqué avec les distances critiques, que ce soit concernant la définition du nœud critique. Donc, vraiment, j'ai aimé ce schéma-là récapitulatif. Maintenant, le problème qui se pose, c'est au niveau de la jonction poutre-poteau, parce que dans cette jonction-là, c'est vraiment une source de problème, puisqu'on va vers des classifications de zones. Le nœud poteau-poutre reste sensible à la classification. Et dans les dispositions constructives, on préfère provoquer la classification au niveau de la poutre qu'au niveau du poteau. Ça, c'est très important dans la construction. Je rappelle que les dispositions constructives sont obligatoires parce que c'est dans la philosophie des RPA que ces dispositions constructives reprennent un petit peu ce qu'on perd lorsqu'on utilise le coefficient de comportement, donc qui traduit la non-linéarité de la structure. Ça, c'est très important. Donc, on récupère ceci par les dispositions constructives. D'accord? Donc, c'est pour ça que, globalement, donc, on va s'arranger avec des dispositions constructives et des ferraillages minimums pour que la classification se fait au niveau de la poutre et non pas au niveau du poteau. Donc, ça, c'est très important parce que on évite, lorsqu'on a des classifications, on évite non seulement la classification du poteau, mais aussi on évite la classification d'un étage complet d'un seul coup. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'on doit provoquer des classifications d'un étage à un autre au fur et à mesure au lieu de les faire sur le même étage. Et pour cela, donc, pour éviter ceci, donc, on est obligé de vérifier ces conditions-là, c'est-à-dire que les moments au niveau des poteaux, la somme en valeur absolue, doit être supérieure à la somme des moments des poutres multipliés par 30 pouces, augmenté de 30 pouces. D'accord, ça, c'est très important. Donc, il faut toujours vérifier ce nœud-là pour que les classifications par étage soient évitées. Donc, vous voyez que, quelle que soit la jonction, donc, vous voyez que on a tendance à classifier les poutres au lieu que ce soit les poteaux. Donc, à chaque fois, et on va vérifier ceci avec 30% de ceci. La somme de ceci avec 30% de ceci. La somme de ceci, ou bien celui-là, avec la 30% de la somme de ceci, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est très important pour éviter, j'ai dit, la classification des tâches. Bien sûr, ceci ne s'applique pas au dernier niveau des bâtiments plusieurs étages ou bien aux portiers contreventés par des voiles seules. Pour le coffrage des poutres, donc, pardon, maintenant pour le dernier point, ou bien l'avant-dernier point, ce sont les voiles de contrevent. Les voiles de contrevent, donc on va voir leur disposition ou bien leur dimensionnement imposé, donc minimal, que ce soit en coffrage ou bien en ferraillage. D'accord? Donc après les poteaux, les poutres, on va voir maintenant les voiles de contreventement. Donc, un voile, c'est quoi? Un voile, c'est lorsque sa longueur est supérieure au maximum de HE sur 3, 4 BW et 1 mètre. Avec la longueur, donc c'est la longueur du voile, celle-là. HE, c'est la hauteur d'étage, donc nu. Et BW, c'est l'épaisseur du voile. D'accord? Sinon, donc, si elle est inférieure à ce maximum-là, donc on va les considérer comme de simples poteaux. L'épaisseur minimale imposée pour le voile donc, est supérieure ou égale au maximum de 15 cm et HE sur 20, quelles que soient donc, les combinaisons de voiles ici. Donc, on retrouve toujours cette formule-là comme étant minimale. Donc, bien sûr, en plus de ceci, c'est-à-dire cette condition BW, il y a d'autres conditions qui doivent être vérifiées par rapport à la stabilité de forme ou bien à ce qu'on appelle le non-flambant. D'accord? Par exemple, dans ce cas-là, on sait que cette épaisseur-là doit être supérieure ou égale à 2 fois BW. Cette épaisseur-là supérieure ou égale à 3 fois W, et ainsi de suite. Ça dépend des types de jonctions des voiles donc, entre eux. Donc maintenant, pour les voiles, si vous voulez, de retour, il y a des considérations à prendre concernant ces longueurs-là additionnelles qui vont s'ajouter pour calculer l'unité des voiles. Donc, ces valeurs additionnelles vont être égales, inférieures ou égales au minimum de 8A, L0 sur 2 et C0. Pour le ferraillage, donc, maintenant, l'acier doit répondre à certaines conditions limites, que ce soit pour le béton ou bien pour l'acier. Donc, pour le béton,
pardon, ça c'est pas l'acier, c'est le béton. La contrainte de cisaillement du béton dans les linteaux et trumeaux concernant le voile ne doit pas dépasser les 20% de la distance à 28 jours du béton. Ou bien sûr, Tobé est calculé par rapport à ce qu'on appelle l'effort tranchant donc, de calcul multiplié par bien augmenté de 40%. On commence par les linteaux. Les ferraillages des linteaux. Alors, les ferraillages des linteaux, il y a deux cas. Il y a le cas où taux B est inférieur ou égal à 0,06 FC8 et le cas où taux B est supérieur à 0,06 FC28. D'accord? Donc, ça, c'est très important. On fait la différence entre ces deux cas. Donc, bien sûr, les linteaux sont calculés en flexion simple avec un moment flexion et un effort tranchant. Et dans ces linteaux, on va retrouver des aciers longitudinaux, des aciers transversaux et des aciers donc de peau ou bien en partie courante acier. Ça, c'est ce qu'on va trouver dans les linteaux. Les aciers longitudinaux, donc, que ce soit inférieur ou supérieur, doivent répondre à cette condition-là, supérieur ou égal à M sur ZFE, d'accord? Où M, c'est le moment dû à l'effort tranchant 1,4 VE de calcul. Pour les armatures transversales, deux cas peuvent se présenter selon l'élancement du linteau lambdaché. S'il est supérieur à 1, on utilise un espacement de ce type avec une section transversale AT, toujours avec V 1,4 VU de calcul. Et si l'élancement est inférieur ou égal à 1, on utilise ceci donc en ajoutant donc un V en bas, le V plus ATFE, ce V-là, donc c'est le minimum de V1 et V2, avec V2 deux fois le V de calcul, et V1, donc, si vous voulez, c'est la somme des moments ultimes des sections d'abou, gauche et droite, sur la longueur, si vous voulez, du linteau, ou bien la portée sur du linteau. Donc ça, c'est des petites formules qui doivent être vérifiées pour les linteaux. Donc, bien sûr, donc on commence par calculer le lancement lombager et on se réfère donc au cas considéré. D'accord. Pour le deuxième cas, si taux B est supérieur à 0,06 FC28, donc il faut disposer des ferraillages. Il y a lieu de disposer des ferraillages longitudinaux supérieurs et inférieurs, transversaux et en zone courante suivant les minimums réglementaires. D'accord. Bien sûr, dans les linteaux, le problème se pose vraiment au linteau où le travail va se faire beaucoup plus en bielle parce que les moments de friction et les efforts tension sont repris suivant ces bielles-là. Donc, c'est des bielles que ce soit de traction ici ou bien des bielles de compression ici de façon générale. D'accord? On calcule les sections d'acier à ajouter dans les bielles, donc ça sera V sur 2FE sinus alpha. Avec V maintenant, c'est le V de calcul, son majoration 40%, et tangente alpha est définie en géométrie par H-2 d'Y sur 1. D'accord? Ces efforts-là nous permettent de déterminer cette section minimale qui doit reprendre donc les efforts de bielle. D'accord? Et puis, on aura donc, si vous voulez, ces types de ferraillage, donc suivant les bielles. Vous voyez, donc c'est les A' et les A, donc les bielles concernant le linteau. D'accord? Alors, ces valeurs minimales sont AL et A'1, donc de traction et décompression. Bon, je pense que c'est 0,2025, c'est 0,25% de pH, parce que dans les RPA, dans le document, donc, lorsque vous allez vers la figure, vous trouvez 0,015 pH, alors que dans les formules, c'est écrit 0,2025 pH. À vérifier, je pense beaucoup plus, c'est 0,25% au lieu, surtout celle-là, c'est 0,25% au lieu de 0,15%. Pour les armatures de peau AC, donc c'est 0,20% de pH, d'accord? Alors que pour les armatures donc des bielles, des linteaux, donc ils répondent à ces valeurs-là, on les a définies toujours. Si taux B est supérieur à 0,0628, c'est 0,2015 pH. Et l'armature transversale, donc, dépend de taux B, 0,15 BS ou bien 0,25 BS. D'accord? Pour les trumeaux maintenant, ils sont calculés en flexion composée avec le tranchant. L'effort normal est limité, comme on a dit tout à l'heure, par une valeur, on va la voir tout à l'heure. Donc, bien sûr, les trumeaux sont calculés exclusivement dans la direction de leur plan moyen en appliquant les règles classiques du béton armé en vigueur. D'accord. Le problème des trumeaux, c'est que maintenant,
il y a une petite différence dans le RPA 2024 entre les voiles élancés et les voiles courts. Donc, un voile élancé, c'est lorsque HW sur LW est supérieur à 2. D'accord? Donc là, il faut faire attention. On utilise donc dans les calculs une enveloppe de moment qui est modifiée par rapport à l'enveloppe de moment calculée, si vous voulez, en suivant deux étapes. Donc, ça, c'est le moment calculé. Donc, d'accord? On prend tout d'abord la droite qui relie les deux extrémités, sommet et base, donc c'est une droite. Et cette droite, on va la translater verticalement d'une valeur h critique. Et donc, c'est translaté h critique, donc on obtient l'enveloppe de moment de calcul qu'on va utiliser dans nos calculs. D'accord? Ce moment-là, suivant la hauteur du voile, bien sûr, suivant la hauteur du voile, il peut être même négatif, donc ce n'est pas un problème. On fera la même chose, donc de la même manière. Avec h critique, celle-là de décalage, qui est égale à 2 fois LW, ou bien HE pour n inférieur à 6 niveaux, ou bien 2HE pour n supérieur à 6 niveaux. On prend la valeur donc inférieure à ces valeurs. D'accord. Par contre, ça c'est pour les systèmes de contreventement, si vous voulez, par voile. Maintenant, pour les systèmes de contreventement mixtes, si vous voulez, avec voile élancé, c'est l'effort tranchant qu'il faut le modifier, ou bien l'enveloppe de l'effort tranchant qu'il faut modifier. Donc là, c'est l'effort tranchant donc qu'on a calculé. D'accord? Ça, c'est l'effort tranchant qu'on a calculé. D'accord? On va amplifier l'effort tranchant à la base au début de 40%. Donc, VE, on va l'augmenter de 40%. D'accord? On va garder la courbe amplifiée jusqu'à HW sur 3. Puis, on mène une droite, donc, jusqu'au sommet V sur 2. D'accord? Et ça sera donc la courbe de l'effort tranchant qu'on utilise. En fait, cette courbe de l'effort tranchant modifiée, elle permet beaucoup plus de prendre en considération les modes supérieurs de vibration. Alors, ce qui est nouveau toujours en 2024, c'est que le ferraillage des trumeaux se fera donc pour empêcher la rupture d'une section critique du voile ou la retarder ou bien qu'elle se manifeste sous forme de rupture ductile. D'accord? On va simplifier et minimiser donc l'effort de compression, normal de compression, et on va le limiter à 0,4. D'accord? Sous combinaison sismique régulatoire. Bien sûr, les dispositions d'armature de l'OCSA rapprochées dans la zone critique, ça reste un confinement au niveau de la zone critique. Maintenant, une petite attention particulière aux éléments de rive. Un élément de rive dans un voile, c'est celui-là. Donc, il peut être comme ça, il peut être comme ça, il peut être comme ça. Donc, ça, c'est des dispositions qu'il faut les respecter. Donc, que ce soit dans ce sens ou bien dans ce cas. Donc, il y a un LC donc, qui doit être maximum à 0,5 LW sur 1,5 BW. Un BC, donc, supérieur ou égal à un maximum de 20 cm HE sur 20. Maintenant, si le BF est supérieur à HE sur 15 et LF supérieur ou égal à HE sur 5 avec une prolongation donc au moins de 3 BW, BC doit être égal à BW dans les cas. Bon. Le pourcentage d'armature longitudinale dans les éléments de rive, il doit être au moins égal à 0,5% de la surface de la zone confinée. D'accord? Donc, pour cela, il faut prévoir un espacement pour les éléments de rive, prévoir des cadres ou des épingles avec un espacement donc minimum de BC sur 2, 20 cm et 8 phi L. D'accord? Et puis, la distance horizontale entre deux barres verticales ligaturées doit être inférieure ou égale à 20 cm. Et la section AT de rive sur une hauteur critique doit être de cette façon-là et de cette façon. On appelle, donc ça, c'est, si vous voulez, ça, c'est les éléments. Ça, c'est un cas d'élément de rive, d'accord, où BC est égal à BW et où le AT est calculé par rapport à ces conditions. Les trumeaux, toujours, on doit prévoir des axes, des aciers verticaux et des aciers horizontaux, d'accord. Les aciers verticaux sont en deux treillis de barres de même adhérence reliées donc par des épingles espacées d'environ 50 cm, d'accord. Et puis pour les armatures de dames, donc le fil doit être entre 8 mm et BW sur 8 avec un espacement minimum de 25 cm et de 25 fils. Les barres verticales du dernier étage munies de crochets à la partie supérieure, toutes les autres barres n'ont pas de crochet. Alors que dans les aciers horizontaux, donc les barres horizontales doivent être munies de crochets. Dans le cas où il existe des talons de rigidité, les barres horizontales devront être ancrées sans crochet.
Le calcul à l'effort torchon pour le ferrage horizontal, donc, se fera selon cette formule avec toujours un V augmenté de 40 pouces. D'accord. Il y a quelques règles donc communes aux armatures verticales et horizontales. D'accord. Par exemple, le pourcentage minimal des armatures horizontales et verticales dans l'âme est de 0,2%. L'espacement des barres doit être égal à la plus petite valeur de 1,5 W ou 25 cm. Les deux nappes doivent être reliées avec au moins 4 épingles par mètre carré. Et dans chaque nappe, les barres horizontales doivent être disposées vers l'extérieur. Alors que le diamètre des barres verticales et horizontales, à l'exception des zones d'abou, ne doit pas dépasser les BW sur 10 et les longueurs de recouvrement, donc 60 filles en zone 4, 5 et 6 et 50 filles en zone 1, 2 et 3. Maintenant, pour les aciers de couture, ce qu'on appelle AC, le long des joints de reprise de coulage pour reprendre l'effort tranchant, ils sont calculés avec cette formule-là, AVG 1,5, 1,1 V bar sur FE. Enfin, le dernier point, donc, c'est les dalles et diaphragmes. Le poids n'a pas changé depuis 2003. Donc, il faut un chaînage périphérique continu d'au moins 3 cm de section d'acier et un chaînage au croisement de chaque élément de contrevent avec le plancher de section minimale 1,5 cm. Respectez la règle de 0,28 L dans le cas de contrevêtement par voile et de 0,5 L dans le cas de contrevêtement par portique. Voilà donc, je pense qu'on a résumé un petit peu les dispositions constructives concernant les structures en béton armé et surtout donc un point important sur les voiles, donc, que ce soit pour le couvrage et ferraillage des linteaux et des trumes. Je vous remercie, je vous retrouverai donc dans la prochaine vidéo. Merci.